fait qu'on ne peut pas être excellent dans tous les domaines. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. C'est que soit vous êtes passable partout, c'est possible. Soit vous choisissez certains domaines où vous allez être excellent en sachant que la conséquence, c'est que dans d'autres domaines, vous allez être médiocre ou passable. C'est comme ça. Il n'y a pas de loi. Pour moi, c'est ma loi. Donc, ne vous dites pas que vous allez être excellent au travail, excellent avec la relation dans votre famille, excellent avec vos amis, excellent avec tout le monde. Ça ne peut pas fonctionner. Vous allez choisir les domaines où vous souhaitez être excellent. Vous allez vous battre pour être excellent dans ces domaines et savoir que ça va dégrader les autres. Ou alors vous choisissez d'être passable partout et vous allez mourir sans laisser votre nom dans l'histoire. Vous allez être un lambda qui est mort. Parce que tous ceux qui ont révolutionné l'histoire sont des personnes qui ont décidé d'être excellents dans certains domaines et de sacrifier forcément d'autres. Forcément. Donc si quelqu'un, à un moment de sa vie, veut être excellent, il faut qu'il sache qu'il va sacrifier une partie de sa vie. Moi, j'ai envie de prendre un exemple avec le docteur qui est chirurgien. Si tu es marié et tu es chirurgienne, et qu'on t'appelle à 23h qu'il y a un cas, tu fais quoi? Tu choisis entre ton mari et le cas qu'il faut aller opérer. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. En m'épousant, il connaît mon métier. Oui, oui, en t'épousant, il connaissait ton métier, je suis d'accord. Mais même celle qui dit que tu n'es pas attentionnelle, elle connaissait ton métier avant de t'épouser. Elle a même chanté à la mairie. Elle lançait le riz sur tout le monde. Sauf qu'au quotidien, elle te rappelle que tu n'es pas attentionné. C'est ça le problème. Quand vous allez vous marier, il va dire, oui, je sais que tu es chirurgien, je sais que tu sauves des vies, je sais que tu opères. Oui, je sais que c'est bien. Moi, je valide ça, j'aime ça. Sauf que quand vous allez être ensemble au quotidien, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il voit que tu as dormi à la maison 3 jours. Il dit que, hey, on peut voir comme ça que c'est une technique qu'elle utilise pour sortir avec son gars qui est à l'hôpital. Non, on va maintenant rester à la maison. Tu vas opérer quand il décide. Il va te faire ton plan des opérations. Et c'est là où les problèmes commencent. Parce que je peux dire que c'est contraignant. Parce qu'il y a une étude qu'on a menée dessus par rapport au sexe et aux spécialités médicales ici au Cameroun. Et on s'est rendu compte que la plupart des femmes qui sont médecins s'orientent vers des spécialités médicales qui vont faire en sorte qu'elles ne rentrent pas tard. C'est pour ça que les femmes aiment beaucoup plus les spécialités comme l'ophtalmologie, comme la pédiatrie. Ou comme, non, bon, c'est une autre catégorie. Ou la physiothérapie, etc. Par contre, les hommes vont faire la chirurgie. Les hommes vont faire la neurochirurgie. Les hommes vont faire des métiers où on peut les affecter même dans un village. La femme doit réfléchir, il faut que je sois là où mon mari sera. Il faut que je rentre tôt pour m'occuper de mes enfants. Et le problème donc qu'on a, c'est que la parité homme-femme dans les facultés de médecine est en faveur des femmes désormais. Quand tu regardes dans les facs de médecine, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a le pharmacien là, est-ce qu'il est là? Il a craqué. Est-ce qu'il y a un étudiant en médecine dans la salle? Ou il y a un médecin dans la salle? Parce qu'elle n'a pas fait la médecine ici. Sinon, vous avez fait la médecine ici? Sinon, en faculté de médecine, que ce soit dans le public ou dans le privé, il y a désormais plus de femmes que d'hommes. Ce qui fait qu'on rencontre maintenant une crise dans certaines spécialités parce que les femmes ne s'intéressent pas à ça. Vous imaginez une promotion où il y a 100 étudiants qui ont fait médecine, qui sortent médecins. Il y a eu 80 femmes et 20 hommes. Les 20 hommes vont faire la chirurgie, ils vont faire l'hépatogastro-entérologie, etc. Et les femmes vont ophtalmo, gynéco, pédiatrie. Il y a certaines spécialités où il n'y a plus suffisamment de personnes. Et ça devient donc un problème. Il faut que les femmes affirment de pouvoir faire d'autres spécialités sans compter que mon homme va me chasser de la maison. Elles vont faire comment alors? Elles doivent se battre. Elles doivent gagner de l'argent et choisir l'homme avec qui elle va être. Parce que ce qui est bien, quand une femme a de l'argent, elle peut choisir l'homme avec qui elle va être. Et l'inverse, souvent, est... Tu dis? Une femme qui a de l'argent choisit l'homme avec qui elle va être. Ce n'est même pas un débat. C'est elle qui choisit avec qui elle veut coucher, avec qui elle va se marier. Parfois, elle paye même pour la dot. Elle lui donne l'argent que prends ça, tu vas me doter avec.
Mais si elle n'a pas de moyens, elle est obligée d'être victime de tous les choix des autres. Donc, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que c'est un exercice qui, en réalité, est individuel. Il est individuel. Donc, ce que je vais vous recommander en finale, c'est dès demain, de commencer la première semaine d'observation uniquement. N'essayez pas de modifier quoi que ce soit. Essayez de faire vos activités normalement, comme vous avez l'habitude de le faire, mais en observant et en mettant un temps sur chacune des activités. Vous pouvez être accompagné par votre téléphone ou par les applications comme temps d'écran pour ceux qui travaillent beaucoup sur les écrans. Et de pouvoir utiliser votre chronomètre ou alors tout autre outil qui va vous permettre de pouvoir tracer les activités que vous avez menées et y mettre un temps. Vous le faites pendant 7 jours. Vous faites un bilan. La deuxième semaine, vous essayez d'analyser ce que vous avez observé. Vous classez par ordre décroissant d'activité chronophage. Vous identifiez les facteurs perturbateurs qui viennent en externe ou en interne. Vous essayez d'identifier les activités que vous pouvez faire en même temps. Dès que vous avez fait ça, la dernière chose à faire, c'est de définir vos objectifs. Les objectifs généraux sur le long terme que vous allez fragmenter en objectifs spécifiques par mois, par semaine, par jour. Ça va donc se traduire en des tâches à effectuer chaque jour en fonction des piliers que vous allez définir par rapport à vos objectifs. Et ces tâches-là vont donc devenir la to-do list des activités que vous devez faire chaque jour. Et vous allez donc structurer ces activités en fonction du temps que vous avez analysé des activités que vous faisiez avant. Et vous allez maintenant optimiser en utilisant les techniques que je suis en train d'expliquer depuis, comme par exemple le fait d'acheter le temps des autres, comme par exemple le fait de déléguer des tâches, comme par exemple le fait de faire plusieurs activités en même temps. Et au fur et à mesure, chaque fois que vous passez à un palier supérieur, vous optimisez aussi vos objectifs. Parce que si vous avez réussi à déléguer une tâche, ça veut dire que vous augmentez le nombre d'heures de travail. Ça veut dire que vous augmentez vos objectifs financiers, et ainsi de suite. Donc, si vous pratiquez cette activité ainsi qui nécessite beaucoup de discipline, en très peu de temps, vous allez commencer à avoir des résultats. Parce que tant que vous ne le faites pas, vous n'allez jamais comprendre ce qui est important. C'est quand vous allez faire ça que vous allez savoir. Si on organise une messe entrepreneuriale à la Startup Academy sur un thème avec un orateur, vous regardez et vous vous posez la question, est-ce que ça entre dans mes activités? Est-ce que ça me permet d'atteindre mes objectifs? Si ça ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs, ça veut dire que ce n'est pas pertinent pour vous, sauf si ça entre dans le divertissement. Et si ça va au-delà du temps de divertissement, à partir de ce temps, vous sortez, vous partez, continuez autre chose. Par contre, si vous vous rendez compte que c'est une activité qui va vous permettre de vous améliorer et qui est en droite ligne avec les objectifs que vous vous êtes fixés, oui, là, vous pouvez venir vous asseoir, faire 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures, poser des questions, apprendre le maximum avant de rentrer. Quand on va vous dire qu'il y a une formation dans tel domaine, vous sauriez si c'est important pour vous ou pas. Je prends un exemple. Si vous êtes fixé un objectif et que ça se décline en un objectif hebdomadaire qui consiste à générer un chiffre d'affaires de 500 000 par semaine, et que la première semaine, vous faites 15 000, deuxième semaine, vous faites 17 000, premier mois, vous n'avez même pas réussi à atteindre 20 000 par semaine, et on vous dit qu'il y a une formation qui va vous permettre d'apprendre à vendre, vous comprenez que ça devient pertinent. On n'aura pas besoin de vous convaincre de faire la formation. Vous allez comprendre que je dois bénéficier de cette formation parce que certainement, ça va me permettre de quitter de 15 000 à 30 000, de 30 000 à 75 000, ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ne pas être en train de faire tout à la fois sans comprendre pourquoi vous le faites. Perdre son temps, c'est de faire des activités qui ne correspondent pas à votre to-do list. To-do list qui vous permet d'atteindre vos activités ou plutôt vos objectifs hebdomadaires, mensuels, annuels ou alors sur le long terme. Perdre son temps, c'est utiliser le temps qui doit être consacré à son travail pour se divertir. Et perdre son temps, c'est surtout contribuer à perdre le temps des autres. Et ça, c'est fatal parce qu'on doit vous éliminer, même physiquement. On doit vous éliminer. Et si vous estimez que vous souhaitez utiliser cette technique que je viens de vous apprendre afin d'améliorer votre manière de gérer votre temps, parce que vous estimez que l'objectif que vous voulez atteindre sur le long terme, vous avez une communauté de personnes qui ont ce même objectif. Par exemple, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, ou vous êtes déjà entrepreneur et vous souhaitez améliorer ce que vous faites, vous avez besoin d'avoir autour de vous des personnes qui sont entrepreneurs. Vous avez besoin d'avoir autour de vous des personnes qui vont partager avec vous leur expérience, leurs échecs, pour que vous ne puissiez pas en commettre les mêmes.
Donc, vous avez besoin d'être dans un environnement où on ne va pas vous considérer comme un fou. Et c'est pour ça que nous avons créé la Startup Academy. Et c'est pour ça que je vous recommande de rejoindre la Startup Academy si vous ne l'êtes pas encore, surtout que nous allons passer au brainstorming tout de suite. Et ceux qui ne sont pas membres vont devoir abréger leur messe ici. Et on va leur dire bon dimanche et portez-vous bien. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.